Bonjour Frédéric Vézard, bonjour à vous ici au Club de la Presse et bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Je suis Olivier Mirguet et je vous présente Frédéric Vézard, rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace et de l'Alsace. Frédéric, tu es ici depuis 2 ans. Tu es arrivé depuis 2 ans à la rédaction en chef pour innover, on va dire, dans les méthodes de management du groupe Ebra, puisque la rédaction en chef a été fusionnée entre les 2 titres. Alors, quelles ont été tes missions? Dans quel état d'esprit tu as abordé ces missions? Et quelles sont les performances des 2 titres depuis que vous êtes sous une rédaction en chef unique? Ouais, c'est une question très très large que tu me poses là pour commencer. Donc oui, je suis arrivé moi, il y a 2 ans effectivement, avec une mission effectivement qui était de mettre en musique la rédaction, ce qu'on appelle au sein du groupe Ebra maintenant le pôle ADN, qui regroupe les rédactions des DNA et d'Alsace. Je suis arrivé, je pense effectivement dans une... C'est un choix qui a été fait, c'est-à-dire qu'on m'a fait venir de l'extérieur de manière très volontaire, parce qu'on avait 2 rédactions qui étaient pendant des années concurrentes, sur un même territoire, donc sur une partie du même territoire, donc c'est une situation un peu particulière, et donc je pense qu'il fallait effectivement quelqu'un qui soit un peu neutre. Donc moi je suis arrivé du Parisien en septembre 2022. 2020 Tu es arrivé en 2020, nous sommes en 2022, ça passe vite. Je suis arrivé en 2020 et avec un objectif qui était d'arriver à la fois de mutualiser les forces des 2 rédactions, puisque c'était une nécessité du point de vue des conditions économiques, tout en essayant de préserver à chacun des 2 titres une identité propre. Voilà. Donc ça ressemble un peu à la quadrature du cercle comme ça, mais voilà, c'est un exercice passionnant. Oui, tu parles de mutualiser, moi je crois que j'ai utilisé le terme fusionner, qui n'est pas le même terme. Est-ce que cette différence de vocable elle est importante pour toi ou c'est la même chose? Pour moi oui, elle est importante parce que c'est effectivement pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'il est important vis-à-vis de nos lecteurs, vis-à-vis de la rédaction, de conserver des spécificités. Les 2 journaux n'ont pas la même histoire, ne sont pas présents sur les mêmes territoires, n'ont pas le même lectorat, et donc il faut en tenir compte. Donc il faut arriver à jouer sur cette spécificité. Après, on a des journalistes qui sont capables de travailler sur différents sujets, qui ont des méthodes de travail qui sont communes, qui peuvent partager beaucoup de choses. Mais après, il y a aussi tout un travail de mise en musique, de définition de lignes éditoriales, de choix éditoriaux qui doivent être faits pour pouvoir conserver une différenciation entre les 2 titres. Quel est l'état d'esprit de la rédaction dans ce contexte-là de mutualisation? Il n'est pas simple, parce qu'évidemment, c'est pas forcément facile de dire on va travailler du jour au lendemain avec ceux auxquels on a une concurrence assez féroce sur certains secteurs. Je pense notamment à Colmar, où la concurrence entre les 2 titres était très très forte et très frontale. Donc c'est pas simple, mais après c'est une question de temps, de respect mutuel, d'écoute, d'équilibre aussi des chaînes de décision au sein de la rédaction. Voilà. Donc ça se fait pas toujours facilement. Voilà. Il y a des arbitrages à faire, il y a des tensions, ça peut créer des situations un peu compliquées. Mais j'ai le sentiment, depuis 12 ans, d'avoir plutôt progressé sur ce chemin-là. On a combien de cartes de presse dans chacun des 2 titres? Aujourd'hui, au total, j'ai 217 cartes de presse au sein des 2 rédactions, qui se répartissent, c'est à peu près entre 130 et 140 pour les DNA et le reste pour l'Alsace. Donc je reviens sur l'état d'esprit, c'est un sujet qui nous est cher. Des journalistes qui avaient l'habitude d'être en concurrence et d'être stimulés en quelque sorte par la concurrence se retrouvent au fil des années sans concurrence. Est-ce qu'on reste motivé dans ce contexte-là? Oui, on reste motivé parce que la concurrence, elle a changé. C'est-à-dire que, effectivement, il y a une vingtaine d'années, la concurrence, elle était territoriale. C'est-à-dire sur un même territoire, on avait plusieurs titres qui se faisaient une concurrence directe pour l'information. Aujourd'hui, la concurrence, elle est beaucoup plus multiforme. C'est aussi la concurrence de l'Internet, c'est-à-dire qu'on est aussi sur un marché national, puisqu'aujourd'hui, toute l'info est partagée, et quand les DNA ou l'Alsace sortent une info régionale intéressante, elle est vite reprise par la presse nationale sur les sites internet, voire même sur des sites internet d'autres titres de PQR. Je pense notamment à Ouest France qui
a créé un site qui s'appelle actu.fr et voilà, je ne parle pour reprendre très rapidement des informations qu'on peut sortir au niveau régional. Donc, la concurrence, elle est nouvelle. Donc, et donc cette concurrence nouvelle est à la fois un défi auquel on doit répondre, mais c'est aussi une manière de souder la rédaction, parce que la concurrence aujourd'hui, c'est plus le titre voisin, ce sont quasiment tous les titres et tous les médias. La concurrence, on va y revenir parce qu'il y a de l'actualité aussi dans le paysage médiatique strasbourgeois, mais d'abord on garde un focus sur le groupe EBRA. Quelles sont les performances économiques du groupe EBRA et plus particulièrement de l'Alsace et des dernières nouvelles d'Alsace? On sait que le lectorat de la presse quotidienne régionale connaît une érosion, c'est pas un phénomène local, c'est un phénomène national. Donc quelles sont vos performances à vous? Quels sont les moyens que tu as mis en œuvre pour tenter de contrer cette érosion? Alors le lectorat ne connaît pas une érosion, c'est pas le lectorat, ce sont les ventes. Ce sont les ventes et particulièrement les ventes du support papier qui connaissent une érosion et une décroissance effectivement de l'ordre de 3 à 4% par an aujourd'hui. Donc ça c'est un fait, et c'est un fait avec lequel on doit composer, parce qu'effectivement il a des conséquences économiques importantes, parce qu'aujourd'hui le papier reste notre principale source de revenus. Donc ça c'est un premier point. Pour ce qui concerne le numérique, on essaye maintenant aujourd'hui de développer une stratégie de conquête d'abonnés numériques, c'est-à-dire que pendant très longtemps, nos titres, comme la plupart des titres de presse d'ailleurs, on misait beaucoup sur l'audience. Donc là il y a un virage qui est en train de se faire, c'est-à-dire que le défi à venir, c'est de transformer nos abonnés papier en abonnés numériques. On me dit que le son n'est pas très fort. Est-ce que tu peux tenir ton micro comme ça, s'il te plaît? Comme ça, ouais, d'accord. Donc la diffusion totale payée d'après la CPM est de moins 3,9% sur un an. Est-ce que ces chiffres te font réagir? Les chiffres sont les bons chiffres pour la diffusion payée. Ouais. Donc vous essayez de convertir des abonnés papier en abonnés print. Est-ce que ça fonctionne? Des abonnés print en abonnés web, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, mais pas à un rythme suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que de manière assez systématique, l'évolution du modèle économique de la presse quotidienne régionale suit celui de la presse quotidienne nationale. Or aujourd'hui, la presse quotidienne nationale a réussi, si on parle en nombre d'abonnés print numérique, a réussi à inverser la tendance. Que ce soit Le Monde, Le Parisien ou Le Figaro, ils ont aujourd'hui une croissance positive du nombre d'abonnés parce qu'ils ont beaucoup plus d'abonnés numériques. Ils ont fait un recrutement assez important sur l'abonnement numérique. Nous, on a un peu de retard, voilà, comme la plupart des titres de PQR, mais je dirais particulièrement peut-être en Alsace, parce qu'on a en Alsace un modèle avec des abonnés print qui sont très nombreux, avec un système de portage qui est quand même qui fait partie du paysage local de la presse et qui est à la fois une chance, mais aussi un handicap quand il s'agit de se transformer. Parce que c'est beaucoup plus difficile, je pense, pour nous aujourd'hui de transformer des abonnés print en abonnés numériques. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des abonnés print qui s'en vont, parce que voilà, il y a des problématiques de pouvoir d'achat aussi qui commencent à apparaître. Le vieillissement du lectorat aussi? Le vieillissement du lectorat, le vieillissement naturel, et qu'il faut qu'on arrive à recruter effectivement dans les plus jeunes générations. Donc c'est l'objectif du numérique. C'est un travail qu'on fait et voilà, sur lequel on avance, mais pas encore assez vite pour compenser complètement la perte du nombre d'abonnés print. Le groupe EBRA a proposé une initiative pour attirer des jeunes, c'était la formule ASAP. Cette formule ASAP, elle a existé pendant quoi? Un an, et puis elle a existé également à Lyon avec le Progrès, et puis elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ASAP existe encore, hein. Sur notre site, on a encore un espace ASAP, et on continue à faire des papiers qui sont réalisés par l'équipe qui avait été recrutée à cette occasion. ASAP, c'est effectivement une tentative qui n'a pas fonctionné pour une autre modèle économique, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'il y avait effectivement une possibilité de recruter des abonnés très jeunes. Voilà. Or, aujourd'hui, les plus jeunes générations ne veulent plus payer pour l'information, quelle qu'elle soit, sauf si vraiment l'offre est extrêmement développée. Et puis qu'il y a des arbitrages aujourd'hui qui se font tout simplement de pouvoir d'achat, c'est-à-dire pour des jeunes, l'abonnement à Netflix ou des abonnements à des services plus directs et plus denses
est prioritaire. Voilà. ASAP, c'était 5 € par mois, 4,99 par mois. C'était trop cher. Combien d'abonnés vous avez conquis avec cette formule-là sur Strasbourg? Je ne sais même pas, mais pas assez. Voilà. Donc j'ai pas de chiffre. On a aujourd'hui plus, on a gardé un compte Instagram ASAP, qui s'est développé beaucoup plus vite que ce qu'on avait fait au départ. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour conquérir ou reconquérir un lectorat jeune? Est-ce que c'est un problème de choix de sujet, de format journalistique, de format éditorial? C'est quoi? C'est un problème de format éditorial, effectivement. C'est d'abord un problème de modèle économique, je pense, aussi, parce que là aussi, on est sur un champ de concurrence qui est extrêmement large. Les réseaux sociaux sont gratuits, les réseaux sociaux charrient de l'information, voilà. On sait ce qu'on veut de la qualité de cette information, ça peut être discutable, mais l'accès à l'information est très simple aujourd'hui, et très multiforme. Donc c'est vraiment pour se distinguer et surtout pour arriver à faire payer, puisque nous, c'est notre objectif. On est un média entre guillemets traditionnel, avec une vraie rédaction, des journalistes professionnels, des frais de production qui sont importants. Donc on n'est pas un producteur d'informations gratuites, et on ne peut pas le devenir. Voilà. Alors cette année, EBRA est comme tous les autres acteurs économiques confrontés à la hausse des coûts de certaines matières premières. Je pense au carburant pour les journalistes qui partent en reportage, je pense au chauffage, je pense aussi au prix du papier. Comment est-ce que votre actionnaire encaisse ces hausses-là? Est-ce que vous allez forcément plonger dans une situation de déficit à la fin de cette année? C'est très probable. Oui, c'est très probable parce que la situation économique, effectivement, s'est retournée. On a été, pour la première fois depuis longtemps, bénéficiaire fin 2021, puisqu'on avait un résultat d'exploitation qui était positif. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, donc c'était une bonne nouvelle et un bol d'air pour tout le monde. Et puis effectivement, on a des conditions économiques cette année qui sont très brutalement dégradées sous plusieurs effets. De la guerre en Ukraine, la situation économique générale, le prix du papier qui est très tendu depuis pas mal de temps. Il y a aussi une recomposition qui se fait dans le secteur de la fabrication du papier, avec notamment l'impact de l'emballage. Moi, je ne vous passe les détails, mais donc on savait que de toute façon, on anticipait une hausse, mais pas à ce moment-là. C'est que on est passé d'un prix moyen de la tonne de papier journal de 400 € et on est quasiment à 1 000 € aujourd'hui. Vous imaginez ce que ça peut faire pour un média qui produit plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires chaque jour. Donc le prix de vente va bouger? Il est probable que le prix de vente soit amené à bouger, oui. Ouais. Alors ça, c'est pas toi qui décide, c'est la direction générale. Oui, c'est un choix économique. On est en discussion du budget, donc effectivement, c'est une possibilité assez forte. Toi, dans ce contexte-là, dans ce contexte de tension économique, tu es rédacteur en chef, donc tu es là pour défendre ta rédaction et ses moyens. Est-ce qu'il y a des arbitrages qui vont devoir être faits entre des obligations de dépenses et ta masse salariale? On est toujours dans ces réflexions-là, ouais, clairement, on est toujours dans ces réflexions-là, mais on a un projet d'organisation qui est en cours, on a déjà fait beaucoup de réorganisation sur l'évolution de l'emploi au sein de la rédaction, ça a déjà été très fortement diminué au cours des... Mais le sale boulot a été fait avant que tu arrives, en fait. Alors je sais pas si le sale boulot a été fait avant que j'arrive, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, et là on est plutôt sur un mode de stabilité en termes de masse salariale et d'effectifs. Voilà. L'idée c'est d'avancer, et de toute façon on n'arrivera pas de toute façon à renverser et à transformer notre modèle économique sans moyens. Donc nous, notre métier de base, c'est la production de l'information. Il faut qu'on garde cette capacité à produire une information complète, fiable, sur l'ensemble du territoire. Voilà. C'est notre seule chance de s'en sortir. Donc est-ce qu'il faut mutualiser davantage? Est-ce qu'il faut faire des économies d'échelle encore sur la rédaction, ou est-ce qu'on a fait tout ce qui pouvait être fait? La mutualisation, elle est faite aujourd'hui, le rapprochement des deux rédactions est acté dans l'organisation. Il n'est pas forcément acté dans les têtes ou dans les fonctionnements au quotidien, mais il est acté dans l'organisation. Donc non, il n'y a pas de choses encore à aller chercher de ce côté-là. Non, après c'est plus sur l'évolution des métiers, c'est plus sur la répartition des moyens dont on dispose entre justement les métiers du numérique, entre un certain nombre de fonctions qui n'existaient pas auparavant dans la presse. Je pense notamment à tout ce qui est... c'est un gros mot pour le journalisme, mais tout ce qui est le marketing éditorial, c'est à savoir à quel moment on doit pousser une information sur le web, de quelle manière, comment on doit aussi, entre guillemets, l'emballer. Avant, on se posait la question simplement par rapport à la mise en page. Voilà, comment faire pour qu'une page soit la plus attractive possible, la plus accrocheuse possible. Maintenant, on se pose la question de manière plus globale,
et qu'on se demande à quel moment la mettre en ligne, sous quel format la proposer, comment être présent sur les réseaux sociaux pour faire valoir cette information et la mettre en avant auprès de l'ensemble des lecteurs. Voilà, donc il y a un certain nombre de métiers qui sont à créer et de ressources qui sont peut-être aussi à déplacer au sein de la rédaction. Il faut davantage d'éditeurs. Il faut davantage d'éditeurs, ou des éditeurs qui soient qui aient une formation peut-être un peu différente, des éditeurs qui ne soient pas seulement print, c'est-à-dire des éditeurs qui soient aussi capables effectivement d'intervenir davantage sur le numérique. Il faut des éditeurs qui soient capables de mettre en valeur des vidéos, d'habiller des vidéos. Donc ça c'est aussi un autre métier. On travaille aussi pas mal aujourd'hui maintenant sur des podcasts. Donc là aussi, il y a d'autres métiers qui sont nécessaires. Mettre en son un podcast, c'est de la radio. Enfin, c'est un autre travail. Voilà. Donc tous ces métiers-là, il faut qu'on puisse les intégrer aussi à notre rédaction et à notre travail quotidien. Donc ça, ce sont des nouveaux profils ou ce sont des profils qui existent au sein des rédactions ? C'est un peu des deux. Ça passe par de la formation et effectivement par des recrutements de talents. On recrute des jeunes au DNA et à l'Alsace en ce moment ? On recrute toujours. C'est pas des grandes vagues de recrutement, mais effectivement, il y a un renouvellement de la rédaction qui se fait régulièrement. Alors je sais que vous avez au sein du groupe EBRA mis en place une filière de formation de jeunes journalistes, une filière en apprentissage avec le ESJ. Tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors ça c'est un projet du groupe EBRA, effectivement, qui a été conduit depuis Nancy par la direction de l'Est républicain, qui est parti d'un constat qu'on partage tous, hein, et au sein du groupe EBRA et ailleurs dans la PQR, c'est que aujourd'hui les écoles de journalisme forment de très bons reporters tout terrain, mais ont peut-être plus de difficultés à former, à valoriser justement les métiers de l'édition, notamment les métiers de l'édition numérique, parce que ce sont des métiers qui sont moins valorisés. Hein, voilà, ce sont des métiers de l'ombre, je dirais, avec parfois des contraintes horaires qui ne sont pas simples, des conditions, des responsabilités qui sont importantes, parce qu'en numérique, il faut aller très vite, on doit appuyer sur le bouton, et on n'a plus forcément la chaîne de contrôle, de relecture aussi complexe que l'on avait à l'époque où on n'avait que du print. Et donc ce sont des métiers sur lesquels on a effectivement des soucis pour recruter des jeunes journalistes. Pour pallier à cette difficulté, effectivement, on a décidé de lancer notre propre filière de formation en alternance avec l'école de journalisme de Lille, qui a une certaine expérience sur ce type de formation. Donc ça va être un test qui va être conduit à partir de janvier à Nancy. On accueillera au DNA et à l'Alsace certains de ces étudiants. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas d'école de journalisme sur le territoire d'EBRA qui soit capable de former ces jeunes, je pense au QEJ. Le QEJ, alors on peut aller très franchement, hein, c'est un projet qui a été mené depuis Nancy. L'Est républicain avait des habitudes de travail effectivement avec le ESJ Lille. Le ESJ Lille a développé certaines spécificités sur ce type de métier, ce que n'a peut-être pas fait autant le QEJ. Et voilà, donc les choses se sont faites comme ça, mais on n'a pas été associés nous dès le départ au projet, ce qui ne nous empêchera pas de continuer à travailler avec le QEJ sur des accueils de stagiaires, voire même aussi sur des alternances. Alors la première promo de cette formation EBRA-ESJ, elle est en cours de recrutement. Ils sont combien ? Ils seront 15, c'est l'objectif pour la première promotion. Alors on parle maintenant du paysage médiatique local. Ce paysage a évolué cette année avec l'arrivée de BFM en Alsace. Comment est-ce que tu as appréhendé cette nouvelle concurrence ? Est-ce que c'est une concurrence stimulante pour les équipes des DNA de l'Alsace ? Une concurrence est toujours stimulante, donc ça oui, pas de difficulté de ce côté-là. Il y a deux aspects dans l'arrivée de BFM. Il y a effectivement la concurrence sur le terrain de la formation pure. Pour l'instant, je dirais que les choses se passent de manière plutôt cordiale et plutôt bien avec BFM, mais après BFM n'est pas encore totalement. La rédaction de BFM est encore en cours de constitution, c'est-à-dire qu'elle vient de se terminer, donc je pense qu'ils ne sont pas encore à leur plein régime de production d'infos. Mais les règles du jeu ont été fixées, on a des relations qui sont plutôt simples et saines avec la rédaction de BFM, donc on n'a pas de souci de ce côté-là. Ça, c'est un point. Et après, il y a un deuxième point qui est plus c'est plus au niveau des deux groupes. Le groupe BFM, Altis et le groupe EBRA
où là on est sur une concurrence un peu plus importante, notamment sur tout ce qui peut être événementiel, ou même régie publicitaire, où là les choses sont peut-être un peu plus délicates, un peu plus tu dis délicat, c'est pas carrément tendu. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mener une concurrence frontale sur événementiel? Ça pourrait arriver, oui, ça pourrait arriver, puisque EBRA a des projets de développement de ce côté-là, et que BFM, c'est un des axes majeurs de leur développement en région. Donc effectivement, il est possible qu'on se retrouve soit en concurrence, soit qu'on arrive à travailler ensemble sur ce terrain-là. Voilà. Mais ça concerne la rédaction que de manière assez subsidiaire, parce que ça c'est vraiment juste des questions de régie. Mais d'un point de vue plus général, est-ce que les groupes de médias ont vocation à devenir des agences événementielles? Non, pas vraiment, enfin en tout cas pas les rédactions. Mais l'événementiel, en tout cas pour la PQR, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais c'est aussi une manière d'être présent sur le terrain et de valoriser aussi le travail de la rédaction. C'est-à-dire que, après, tout dépend effectivement de la manière dont c'est fait. Voilà. C'est-à-dire que on a un certain nombre d'événements, je pense au trophée des collectivités, au trophée des entreprises, où c'est vraiment la rédaction qui donne le là, c'est-à-dire que c'est une manière aussi, on vient de lancer aussi le trophée des sports, donc c'est une manière aussi d'animer l'actualité, de mettre en valeur des initiatives, de mettre en valeur et en général ça s'appuie vraiment sur ce qu'on a produit en termes de sujets tout au long de l'année, donc voilà, tout ce qu'on peut faire sur la vie des entreprises, sur la vie des collectivités, sur le sport. Voilà, c'est de mettre en valeur des événements qui sont effectivement plutôt des événements positifs. La pente naturelle du journalisme serait de traiter de ce qui ne va pas. Donc l'événementiel a aussi cet intérêt de nous forcer quelque part aussi à relever les initiatives, ce qui fonctionne, à mettre en valeur les personnalités qui font des choses qu'on estime très valorisante pour notre région. Mais proposer un journalisme de solution, c'est une chose, et demander à un journaliste de remettre un trophée à son président de collectivité, c'en est une autre. Au niveau de l'indépendance du journaliste, il y a quand même un point de vue qui n'est pas... On ne met pas des trophées aux présidents de collectivité, on met des trophées à des projets qui sont développés par des collectivités. C'est pas pareil, il y a des projets. Donc, est-ce que les journalistes jouent le jeu sur ces trophées? Alors déjà, ils n'ont pas de contraintes. Voilà. On ne force personne à le faire. Et je pense notamment pour les éditions locales, c'est toujours aussi intéressant pour eux, et je pense qu'ils sont plutôt assez contents de pouvoir mettre en valeur ce qui est fait sur leur territoire. C'est le journaliste, notamment en local, il est très attaché à son territoire, il aime bien montrer que ce qu'on fait à Hainaut, c'est mieux que ce qu'on fait à Colmar. Enfin voilà, donc il y a aussi un défend toujours son territoire. Ouais, et je trouve ça plutôt sain et intéressant. Quelle est la place de l'enquête dans l'Alsace et dans les DNA? La place de l'enquête, elle est importante. Enfin, comme je l'avais annoncé il y a 2 ans, j'ai créé une cellule d'enquête au sein des DNA. Donc sur lequel, alors, une cellule d'enquête, c'est pas une cellule, j'ai l'impression que c'est pas une cellule investigation. C'est pas une cellule où on va forcément aller chercher des scandales. S'il y en a, on va le faire, mais on est plus large que ça. C'est plus une idée de développer des formats plus longs et de travailler sur des sujets un peu en longueur. Voilà, ce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire, ou le temps de faire, tout simplement pour des questions d'organisation, parce que la rédaction s'étant resserrée, c'est vrai que voilà, la rédaction était prise par la production quotidienne, il n'avait pas forcément le temps de prendre du recul pour s'attacher à des thèmes un peu plus larges. Donc ça peut être des enquêtes traditionnelles, voilà, sur des sujets de faits divers, ou de malversation financière, ou de problèmes de management dans telle ou telle entreprise ou telle collectivité. Mais ça peut être aussi des enquêtes sur des phénomènes de société. On a fait ce week-end une double page, par exemple, sur la question du genre chez les adolescents. Voilà, donc qui sont des sujets un peu plus ambitieux que ce qu'on avait l'habitude de faire, en tout cas sur la dernière période, où le resserrement effectivement des effectifs avait scotché la rédaction à l'actualité et faisait qu'on avait la possibilité de prendre ce recul. C'est important aussi de développer ces formats, notamment dans l'optique de recruter des abonnés numériques. C'est-à-dire qu'à travers ces formats, il y a aussi la volonté de produire des vidéos un peu plus produits, de produire des grands formats. Ce qu'on appelle les grands formats, c'est des sujets, des formats numériques qui mêlent à la fois de l'image, du son, de l'infographie. Voilà. Et ça, c'est des produits qu'on appelle des produits premium, qu'on va proposer à nos abonnés en priorité, et qui,
je l'espère, doit nous aider à recruter des abonnés sur le numérique. Est-ce que pour recruter des abonnés sur le numérique, il faut créer une frustration chez le lecteur en lui permettant, avec le paywall, de lire que 10% du papier? Oui, il le faut, oui. Il faut l'éduquer, lui faire comprendre que l'information est payante. Voilà. Alors, la presse porte une grande part de responsabilité, les éditeurs de presse sont aussi responsables de cette situation, parce que quand l'Internet a commencé à arriver à la fin des années 90, début des années 2000, la plupart des titres de presse ont décidé de tout mettre en gratuit sur le web, en disant de toute façon ce truc-là ça marchera jamais. J'exagère un petit peu, mais c'était un petit peu ça. Et voilà, et donc on a habitué effectivement à avoir un accès, on s'est habitué à avoir un accès à l'information gratuite. Ça a commencé même à l'époque du Minitel, quand le Minitel est arrivé. Tous les éditeurs de presse se sont battus pour que les informations soient sur le Minitel. Voilà. C'était même un point sur lequel les DNA avaient de l'avance à l'époque. Oui, exactement. Donc bon, voilà, c'était effectivement, et aujourd'hui on s'aperçoit que cette habitude-là qui a été créée, on a transformé effectivement peu à peu l'information en un produit gratuit, alors que l'information a un coût. Donc quel est le pourcentage des articles des DNA qui sont soumis au paywall? On monte progressivement ce pourcentage et on est quasiment aujourd'hui à 50% d'articles qui sont payants sur le site. Et il y a 2 ans, vous étiez à combien de pourcents? À 20%. Donc est-ce qu'à terme, l'intégralité du journal sera payante sur le web? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a une partie d'information qui est l'information de flux qui doit rester en gratuit. Par ailleurs, si on veut absolument recruter des nouveaux abonnés, et notamment des abonnés plus jeunes, il faut qu'on les amène progressivement à l'information. Donc il y a un certain nombre d'informations qu'on laissera en gratuit. Il y a aussi des informations que je qualifierais de services publics, qu'on doit laisser en gratuit parce qu'elles ont une valeur utilitaire, une valeur citoyenne qui me semble importante de partager avec tout le monde. Donc on n'aura jamais un site totalement payant. Voilà, c'est pas notre politique. Et puis on a un positionnement qui passe celui des pure players qui sont sur le web, des pure players d'enquête, etc. C'est-à-dire qu'on a aussi la nécessité de rendre un service à notre lectorat. Voilà. On n'est pas sur une cible particulière, on reste un média grand public. Alors, il y a une partie des infogénées qui sont produites à Paris pour l'ensemble du groupe EBRA. Ça s'appelle toujours le BIG, toujours. Le PIG. Ouais. Comment est-ce que tu gères d'éventuels conflits entre ce qui est produit par le BIG et ce qui est produit en local? Je pense notamment à des sujets européens qui sont traités à la fois à Paris et à Strasbourg. Déjà, la plupart des sujets liés à l'actualité de l'Europe sont traités depuis Strasbourg. Voilà. Le Conseil de l'actualité du Parlement européen, du Conseil de l'Europe, c'est fait ici au DNA et partagé ensuite avec l'ensemble des autres titres. Et après, on a des réunions de coordination quotidiennes, une réunion tous les matins qui s'appelle le multiplex, dans lequel on échange, et on a une réunion hebdomadaire. Et donc, on travaille tous ensemble sur la programmation du fameux BIG. Le BIG, ça représente quoi dans la production du journal? Ça représente un quart ou... C'est à peu près un quart, oui. Aujourd'hui, la production, que ce soit celle des DNA ou de la Meuse, elle se répartit en 4 quarts. Il y a un quart effectivement d'information générale, donc c'est fait par le BIG, 25% d'informations régionales, les pages régions, 25% d'informations locales, ça c'est sur le dosage évidemment d'un numéro, l'information locale est multipliée par le nombre d'éditions. Je parle du dosage d'un numéro et d'une édition, et puis un quart de sport. Alors maintenant, on reparle de la concurrence locale et des autres médias locaux. Je vais t'en citer 3 qui n'ont pas du tout entre eux le même positionnement éditorial, mais qui sont tous les 3 sur les plates-bandes qui pourraient être les tiennes. Tu as Rue 89, tu as Poca et tu as Hors Norme. Je n'en cite que 3, il y en a d'autres. Comment est-ce que tu appréhendes cette sorte de nouvelle concurrence? Est-ce que c'est motivant? Oui, la concurrence, c'est toujours motivant. Après, les trois que tu viens de citer sont tous les 3 sur des modèles très différents. Voilà. Donc, Rue 89 est sur un modèle payant. Rue 89 est sur un modèle que je qualifierais de très sélectif. Voilà. Ils choisissent les sujets sur lesquels ils travaillent. Ils ont un positionnement d'enquête. Ils ont un positionnement beaucoup plus militant que les DNA, qui a un positionnement beaucoup plus grand public, avec un lectorat plus large. Donc après, moi, je trouve que c'est une concurrence très, très stimulante, parce que voilà, j'apprécie aussi d'avoir un média qui sort des informations, qui
qui va aller chercher des sujets sur lesquels nous, on n'aura pas forcément été, et voilà, donc ça c'est intéressant. Je remarque que depuis quelque temps aussi, ils respectent les règles du jeu, c'est-à-dire que nous aussi on sort des informations qui ne sortent pas et ils nous citent, je l'ai vu encore la semaine dernière, donc c'est très bien comme ça, voilà, donc c'est une concurrence que je trouve saine et plutôt très stimulante. Poker, on n'est pas vraiment sur les mêmes créneaux, c'est-à-dire que là ils sont vraiment sur un créneau très art de vivre, avec un modèle économique qui est très différent, ils sont gratuits. Bon, voilà, là je dirais que c'est une concurrence qui n'est pas réellement frontale. Voilà. Et pourtant, les jeunes citent davantage Poca que les DNA. Oui, mais dans la mesure où ils ne vont pas aller chercher de l'abonnement. De toute façon, on n'est pas sur le même. Le 89 va chercher de l'abonnement. Donc, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une notion, je parlais tout à l'heure de l'information gratuite, mais il y a aussi une notion de pouvoir d'achat. On parle du pouvoir d'achat en permanence. Elle joue aussi aujourd'hui beaucoup dans l'arbitrage de la consommation média. C'est-à-dire qu'on va choisir entre plusieurs abonnements et on ne va pas tous les prendre. On va les prendre en fonction de leur valeur utilitaire. Voilà. Et je mets dans cette concurrence, je mets aussi Netflix, les abonnements à des sites de streaming, quand il y a du streaming payant. Enfin voilà, c'est une concurrence globale. Voilà. Et l'arbitrage se fait comme ça. Donc pour moi, que ce soit Poker ou Hornorm, on est sur un autre créneau, parce qu'on est sur des médias qui sont des médias gratuits. Donc ils peuvent, en termes d'infos, parfois avoir des choses que nous on n'aura pas, et on dira tiens, on aurait dû le faire, on aurait dû traiter ce sujet, on aurait dû parler de ce resto, peut-être, mais pour moi c'est pas du tout la même chose. Voilà, je le mets vraiment sur Et la présence des nationaux, d'abord, est-ce que tu autorises les journalistes de ta rédaction à travailler en parallèle pour des médias nationaux? Et est-ce que tu ressens une concurrence parfois des médias nationaux qui sont présents ici en Alsace? Oui, je les autorise, voilà, oui, évidemment sous réserve d'autorisation, mais on en a effectivement quelques journalistes qui sont aujourd'hui les correspondants de médias nationaux, de presse écrite. Tu les autorises avec enthousiasme ou tu les autorises parce que... Bon, avec enthousiasme, non, parce que, voilà, non, jamais avec enthousiasme, mais avec compréhension et tolérance. Ça fait partie de la tradition, et puis c'est aussi une manière de valoriser aussi quelque part notre travail, notre ancrage territorial. Donc je trouve ça plutôt intéressant. C'est jamais totalement gratuit. Ça nous apporte aussi des choses en termes d'information. Donc pour ça, c'est plutôt intéressant. Après, tu as les nationaux qui sont présents en permanence dans la région avec des bureaux, et puis tu as les nationaux qui viennent enquêter. Comment est-ce que tu regardes ces journalistes Là, c'est la seule concurrence, c'est comme au 89, c'est à la fois stimulant, et puis on peut parfois ne pas être d'accord, et voilà, et quand un journal national sort quelque chose ou attrape un nom qu'on n'a pas vu, je ne manque pas de signaler à ma rédaction. Donc, du coup, c'est plutôt stimulant. C'est mieux que de travailler seul dans un désert, de faire ce qu'on veut. C'est plutôt intéressant. Est-ce que les bras se sont attaqués de l'extérieur quand je pense notamment au mouvement qu'il y a eu dans les radios dans le département de la Moselle. C'est un média extérieur qui a repris la main sur une radio dominante. Je crois que c'est Rossel, un Belge en tout cas. Est-ce que lorsqu'un groupe de médias extérieur vient investir sur votre zone de chalandise, ça vous gêne? Oui, ça c'est plus gênant effectivement sur des secteurs qui pourraient nous intéresser. Oui, mais bon, je n'ai pas le sentiment que ce soit aujourd'hui le cas. Pour moi, aujourd'hui, la concurrence pour moi la plus gênante, elle est plus sur le numérique, et elle est plus sur cette chose qui s'est développée depuis 1 ou 2 ans, qui s'appelle la curation. Alors qui existait déjà pour l'actu international, mais qui s'est développé aussi beaucoup sur l'actualité régionale. La curation, tu peux nous rappeler ce que c'est? La curation, c'est le fait de reprendre une information qui a été sortie par un titre, de reformuler le papier, de le réécrire et de le rediffuser, alors en mentionnant le titre, mais en donnant toutes les infos. C'est-à-dire que, grosso modo, et si, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un papier qui sera en accès payant sur les DNR et l'Alsace pourrait être pris, par exemple, par actu.fr, puisque ce sont les grands spécialistes de cet exercice, gratuitement. Voilà. Donc il y a aussi une notion de préjudice économique qui s'inscrit dans l'opération, et ça c'est beaucoup plus inquiétant. Actu.fr, ils ont 2 journalistes à Strasbourg, ils ne font pas du copier-coller? Non, ils ne font pas du copier-coller à Strasbourg, mais par contre actu.fr diffuse aussi des informations ailleurs. C'est-à-dire que
Je prends une info récente, par exemple, la fameuse liste municipale pour le marché de Noël. Elle a été reprise très très vite par actu.fr et diffusée nationalement, sous forme effectivement gratuite avec le document, etc. Bon, voilà, donc c'est un peu... voilà. Ça c'est plus gênant. Et ça m'embête plus, moi, du point de vue éditorial et du point de vue de la défense du modèle économique de la rédaction, que des rachats ou des mouvements de rachat entre médias. Alors ça fait 2 ans que tu es positionné à Strasbourg, tu es établi à Strasbourg. Est-ce qu'un rédacteur en chef des DNA de l'Alsace fait partie de l'establishment dans une grande ville de province comme Strasbourg? Je ne sais pas, ça dépend de son tempérament. Moi, c'est pas trop mon tempérament. Voilà. Je suis plus pour l'instant beaucoup tourné vers la rédaction. Donc non, je n'ai pas ce sentiment-là. Et puis je pense que c'est aussi quelque chose qui appartient un petit peu au passé, malgré tout. C'est-à-dire que la toute-puissance de la presse quotidienne régionale, qui a été réelle pendant des années, parce qu'il y avait une forme de monopole, une forme de puissance liée à l'implantation qui était assez unique, avec la qualité même de la rédaction, qui faisait que ça... L'exemple évidemment le plus frappant, c'est aussi la manière dont les politiques communiquent aujourd'hui. C'est-à-dire que, effectivement, c'est une époque où un politique pouvait, pour communiquer, devait s'appuyer sur la presse quotidienne régionale, et donc il y avait ce côté donnant un petit peu relation de puissant à puissant. Aujourd'hui, un politique peut communiquer librement sur les réseaux sociaux. Ils ont quasiment tous aujourd'hui leur propre page Facebook. Ils n'ont plus besoin de nous. Donc le rapport a énormément changé. Et le positionnement aussi du rédacteur en chef a changé. C'est-à-dire qu'il n'a plus l'obligation d'influence supposée qu'on lui prêtait avant. Donc tu estimes que tu n'as plus l'obligation d'être en contact direct avec tous les leaders d'opinion strasbourgeois ou alsaciens? Je suis en contact avec eux, mais je dirais que le contact est aujourd'hui différent. Je pense que c'est un contact qui est beaucoup plus utilitaire et beaucoup plus simple, et beaucoup plus ponctuel que ce qu'il y avait auparavant. Par rapport à... Je ne suis pas courtisé, voilà, si c'est ça la question. Oui, c'est ça, c'est ça le sujet. Est-ce que tu participes à des dîners? Non, je ne participe pas aux dîners. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui a changé depuis les années Alain Auvillers, Dominique Young? Eh bien, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que le rôle, moi aujourd'hui, l'essentiel de mon travail, et 80% de mon temps de travail, c'est vraiment tourné vers la rédaction. Déjà, comme je pense que vous avez pu le comprendre, il y a beaucoup de chantiers internes à la rédaction. Voilà. L'objectif, là, aujourd'hui, c'est vraiment de transformer notre fonctionnement, notre modèle économique. Voilà. C'est une question de survie, hein. C'est pas... c'est-à-dire que il suffit de regarder les courbes, voilà, on sait que les revenus qui seront issus du journal papier vont baisser, voilà. C'est une courbe régulière et dont on sait qu'elle n'ira pas jusqu'au bout, elle ne s'arrêtera jamais, mais elle va diminuer, donc il faut absolument trouver des choses. Donc la concentration, elle est là-dessus aujourd'hui, voilà. Plus que sur effectivement des relations externes où qu'aujourd'hui on n'a plus forcément à assurer l'influence et l'image orale de la même manière. Voilà. L'image, elle se joue quotidiennement dans ce qu'on va produire, plus que dans ce qu'on va pouvoir dire à l'extérieur. Est-ce que tu es plus un gestionnaire que tes prédécesseurs? Non, je ne pense pas. Je pense que je suis tout autant journaliste qu'eux. Voilà. Mais que le journalisme a changé. Est-ce que tu crois que EBRA va vous suivre malheureusement dans vos pertes de lecteurs, et dans vos éventuels déficits pendant de nombreuses années, ou est-ce qu'un jour EBRA va dire stop, je vends? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans la tête de mes dirigeants, donc je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai l'impression et j'ai le sentiment, j'ai la conviction qu'ils suivent d'une manière plutôt très bienveillante vis-à-vis de nous. Après, ils attendent clairement, le groupe EBRA et le Crédit Mutuel, qui en est son actionnaire, attendent clairement que nous soyons à l'équilibre économique. Voilà. Qu'il n'y a pas de... Et je l'attends aussi clairement. C'est-à-dire que je pense que l'équilibre économique est aussi la condition de notre indépendance et de notre capacité à faire du bon journalisme. Un journal qui est sous perfusion ne peut pas être un bon journal.
L'année dernière, j'ai lu dans le magazine Challenge que EBRA avait lancé une sorte de ballon d'essai pour voir si le groupe était vendable. Kretinsky se serait intéressé au rachat du groupe et aurait laissé tomber. Toi, tu m'avais répondu que c'était pas vrai. Je n'en ai jamais entendu parler, et c'est pas du tout le sentiment que j'ai eu en reconstituant le fil des événements de l'an dernier. C'est-à-dire qu'on a plutôt une relation très constante, très stable et très cohérente avec notre actionnaire. L'autre point d'actu, c'est le changement de logo, de logo en une, qui est commun d'ailleurs à tous les titres d'EBRA. Les Républicains ont changé de logo aussi. Ça a été demandé par la rédaction ou c'est une décision top-down? C'est une décision du groupe. C'est un choix du groupe. C'est un choix qui justement vise à marquer l'appartenance au groupe EBRA et l'appartenance à un groupe de presse. Donc c'est un choix stratégique très clairement. C'est-à-dire que là aussi, il ne faut pas oublier quand même que le groupe EBRA est aujourd'hui le premier groupe de presse quotidienne régionale en France, de Ouest France, si on considère le nombre d'exemplaires et le chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas rien. Voilà. Et je pense que cette puissance est aussi une garantie pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut la considérer comme telle, comme une chance, voilà, et pas comme un handicap. Et donc il souhaitait effectivement marquer cette communauté, cette appartenance à un groupe de manière visuelle. Voilà. Alors je pense que l'impact pour nos lecteurs est finalement assez faible. Hein. Voilà, les couleurs n'ont pas changé, effectivement il y a un changement de typo et on a reçu quelques courriers de lecteurs qui se plaignent de la visibilité du sous-titre, donc on va essayer d'arranger ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait de gros changements. Pour l'instant, il n'y a pas de changement sur le contenu du journal, la maquette n'a pas changé, donc pour l'instant on est sur quelque chose de plutôt tourné vers l'extérieur, c'est plus de la communication, c'est plus un message qui est envoyé aussi à nos concurrents, c'est plus une manière de marquer la cohérence et la force du groupe. Voilà. Est-ce que l'étape suivante pourrait être un titre commun à tous les journaux du groupe, avec en sous-titre DNA, en sous-titre l'Est républicain, Rouge Matin? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas, c'est pas du tout notre intérêt, puisqu'il y a déjà des journaux nationaux qui existent, donc on ne va pas du tout faire la même chose. Et notre force et notre seule voie de salut, c'est d'être excellent sur l'information régionale, sur l'information locale. Voilà. Un dernier point, après on vous invitera, si vous êtes d'accord, à poser des questions dans la salle. Tu as 55 ou 56 ans? 56 ans. 56 ans. Bon anniversaire. Est-ce que tu te projettes en Alsace, à Strasbourg en l'occurrence, jusqu'à la fin de ta carrière, jusqu'à la retraite? Je ne sais pas. Oui, pourquoi pas. Enfin, oui, donc pourquoi pas, ça ne dépend pas que de moi, mais je me sens bien ici, si c'est ça la question. Je me sens plutôt bien ici. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire retourner à Paris? Rien? À Paris, pas grand-chose, non. Tu es arrivé à Strasbourg par le biais d'un chasseur de tête, ou comment est-ce qu'on t'a repéré là-bas? Oui, par un chasseur de tête, oui. Oui, absolument. Oui, mais c'est ce que je disais. Je pense que de toute façon, il y avait vraiment la volonté de faire venir quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de non-alsacien, pour essayer d'aller au-delà justement des rivalités qui peuvent exister au niveau local, puisque à travers la rivalité entre l'Alsace et les DNA, il y avait aussi celle entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, la question de la prééminence régionale. Enfin, voilà, il y avait tout un tas de sous-textes, voilà, que j'ai appris à comprendre en arrivant, mais qui, je pense, ont joué un rôle important dans mon recrutement. On ne pouvait pas, à l'époque de ton recrutement, prendre quelqu'un en interne et le faire monter en quelque sorte à la rédaction en chef des deux titres? Je ne sais pas. Peut-être, hein, je ne sais pas, ça a peut-être été envisagé, mais ce n'est pas la solution qui a été retenue. Merci pour cet échange, Frédéric. On va prendre vos questions dans la salle et on va mettre fin au live, puisque les questions dans la salle, si j'ai bien compris, ne seraient pas audibles sur le web. Eh ben, merci, vous êtes une trentaine dans la salle, merci d'être avec nous. À ceux qui nous quittent sur Internet, bon appétit et bon après-midi.